Bonjour à toutes et tous pour ce nouvel épisode du Shop des Titans, le premier épisode de 2025 où on va vous parler des plus gros changements Shopify de 2025. Bonjour messieurs. Bonjour Simon. Salut Simon. On va donc évoquer 5 sujets différents concernant les grosses nouveautés de Shopify. Il y en a certaines qui ont quand même été présentes depuis 2024, mais qui seront sans doute, c'est plutôt l'idée de se dire quelles vont être les plus grosses nouveautés qui vont être adoptées de plus en plus par les stores en 2025. On va commencer tout de suite par quelque chose dont on vous a déjà beaucoup parlé, donc on ne va pas non plus s'étendre pendant des années dessus, c'est Extensibility. Messieurs, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est et ce que ça concerne? Alors on a beaucoup parlé du checkout, mais ça ne concerne pas forcément que le checkout d'ailleurs. Ouais, exactement, parce que donc effectivement l'extensibility du checkout c'est pas quelque chose de nouveau, mais ça arrive sur d'autres zones du site maintenant, donc c'est ça qui va être intéressant. Donc pour rappel, l'extensibility, qu'est-ce que c'est? Faut, pour expliquer ça, expliquer ce qu'est le nouveau checkout par rapport à ce qui existait avant. Donc avant, le checkout de Shopify était géré par des fichiers de code dans le thème, et du coup les développeurs pouvaient le modifier comme ils voulaient. Et donc dans le checkout, on pouvait faire ce qu'on voulait, on pouvait coder des choses, mettre des logiques de script, etc. sans trop de soucis. Sauf que Shopify ont forcé le passage sur le nouveau checkout, qui est maintenant un checkout qui est sur leur serveur, et en fait on n'a plus accès aux fichiers du code, donc on ne peut plus faire ce qu'on veut dedans. Donc aujourd'hui c'est quelque chose d'un peu plus fermé et standardisé. Cependant, ils ont ouvert des fenêtres dans le checkout pour les développeurs, au travers donc de ce qu'on appelle l'extensibility, et donc ça permet aux développeurs de créer des applications donc qu'on appelle des extensions, des UI extensions, qu'on peut venir injecter à des endroits préétablis du checkout pour venir soit afficher de l'information, soit créer de l'intelligence, soit pousser des produits en cross-sell par exemple. Voilà, on peut faire pas mal de choses. Et du coup, ça se fait aujourd'hui notamment au travers de l'application Checkout Blocks, voilà, qui est très connue, qui est aujourd'hui gratuite pour tous ceux qui ont le plan Shopify Plus, et qui permet de faire pas mal de choses dans le checkout. Donc ça, c'est ce qui... Petit Laïus, ça a changé ça justement. C'est une des nouveautés, donc on est dans le thème. Checkout Blocks est disponible pour tous les thèmes, pour tous les forfaits désormais. Exact. Sauf que les modifications restent très limitées pour les forfaits qui ne sont pas plus. Typiquement, tout ce qui va être de la customisation des line items, donc des rendus des produits et des variantes dans le checkout, ajouter une petite fenêtre d'information, typiquement un produit simplement en précommande, ça ne peut se faire sur Checkout Blocks qu'avec un forfait Shopify Plus. C'est plus pour les Shopify un peu plus standard, c'est l'intégration de contenu de réassurance un peu classique, quoi. C'est ça. Surtout des contenus texte, des choses comme ça. Effectivement, tout ce qui est cross-sell et tout ça, c'est des choses qui viennent plutôt pour les plans premium. Ouais. Exactement. Et du coup, petit laïus un petit peu sur la timeline de cette extensibility. Donc ça, vous l'avez tous vu. Les pages de paiement sont passées en extensibility de force, j'ai envie de dire, puisque du coup, depuis le 6 janvier, l'intégralité des pages de paiement sont passées à l'extensibility. Il reste du coup à tous les commerçants une petite fenêtre, de 6 mois quand même jusqu'au 28 août pour préparer l'extensibility sur les pages de statut de commande et de récap d'order. Donc anticipez bien ces différents éléments. Il y a typiquement l'application Script Editor qui était beaucoup utilisée pour faire des customisations, etc., qui elle aussi sera stoppée en même temps. Donc bien anticiper ces sujets-là, notamment pour le tracking. Gros sujet, le tracking sur ces pages de statut de commande. Ce que tu appelles statut de commande, on est d'accord, c'est la thank you page, c'est la même chose. Ouais, exactement. Statut de commande, voilà. Et du coup, à l'image un petit peu de ce qui se fait, en fait, c'est toujours à peu près le même schéma. Shopify va présenter une nouvelle configuration justement en extensibility, notamment le compte client. Le compte client est nouveau en extensibility, donc ça laisse présumer que d'ici potentiellement 6 mois, si on suit la timeline de Shopify, les comptes clients devront également passer tous en extensibility. Voilà. Alors, juste pour préciser, quand on parle d'extensibility, on parle bien de la capacité à créer des extensions au sein de ces environnements. Donc, effectivement, les comptes clients, on est passé sur ce que Shopify appelait les nouveaux comptes clients. Alors maintenant, c'est juste les comptes clients et il y a les anciens comptes clients, du coup. Donc c'est exactement comme le checkout en fait. On avait du coup avant toute la partie compte client qui était gérée avec des fichiers de code au sein du thème et donc on pouvait faire ce qu'on voulait. Et là on est en train de switcher sur les nouveaux comptes clients qui sont du coup côté serveur chez Shopify. Et vraiment comme le checkout, ils vont nous ouvrir des fenêtres dans lesquelles on va pouvoir développer des choses.
Donc c'est ça qu'on appelle l'extensibility, c'est le fait de pouvoir développer des extensions pour les injecter à des endroits spécifiques de ces environnements. Et donc effectivement, l'extensibility de Lockcount, c'est un truc qui est assez nouveau. Nous on a commencé à tester des choses de notre côté, il y a des choses intéressantes à faire, notamment ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on est côté serveur de Shopify et plus dans les fichiers du thème, on a accès en fait à plus de choses. Donc l'environnement est plus fermé, mais on a accès à plus d'informations sensibles parce que on est sur un environnement qui est beaucoup plus sécurisé. Et du coup, on va pouvoir faire plus de choses que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Donc il y a des choses intéressantes à tester. Et voilà. Et du coup, c'est ça qu'on va explorer donc, dans l'épisode qu'on fera sur le sujet. On parlera de tout ce qu'on va pouvoir tester et créer dans ces nouveaux pages de compte. Voilà, si vous n'êtes pas sur Shopify et que vous souhaitez passer sur Shopify, très clairement, on vous conseille à 300% de vous positionner à fond sur du coup, ces nouveaux comptes clients et directement sur le checkout Full Extensibility pour être déjà aux normes des prochaines évolutions Shopify. Exactement, au cas où il y a un forcing sur la partie nouveau compte. Oui, il y en aura, je pense, à un moment. De toute façon. Merci messieurs, on va passer au deuxième point. On parlait un peu du checkout. Il y a une nouveauté qui va arriver dans le checkout qui pour moi est un des trucs vraiment qui est très cool dont tu vas nous parler Ben. C'est la partie des expéditions fractionnées. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça implique et ce que ça va changer pour les marchands ? Ouais, tout à fait. Alors déjà, ça ne va pas concerner tous les marchands puisque du coup, les expéditions fractionnées ne vont concerner que justement les expéditions. Donc quand je dis ça, c'est pour mettre de côté tout ce qui va être le retrait en magasin, le retrait en boutique. Le principe de l'expédition fractionnée, le mieux, c'est de donner un exemple un peu concret. Imaginons que vous êtes une société et que vous livrez deux typologies de produits. On va partir sur de l'alimentaire, de la marchandise sèche et de la marchandise fraîche ou surgelée. Potentiellement, du coup, ces produits sont stockés dans deux entrepôts et ont chacun, du coup, des règles d'expédition différentes, des prix différents. Ça va vous permettre, dans le même checkout, de pouvoir sélectionner, si vous avez un panier, du coup, hybride avec des frais et du surgelé, de pouvoir sélectionner votre tarif d'expédition pour les premiers, votre tarif d'expédition dans les deuxièmes, et tout ça dans une seule commande. Alors, il y a une limite assez importante à retenir sur cette configuration, c'est que ça marche très bien en natif Shopify. Par contre, le fait ensuite derrière de se synchroniser avec les applications de logistique, etc., tout le monde n'est pas encore à jour. Donc, à bien vérifier aussi sur la compatibilité avec vos outils logistiques ou vos logisticiens. Effectivement, mais c'est vrai que c'est une très bonne nouvelle parce que c'était un gros pain point pour Shopify, ce truc-là. C'était même étonnant que ce soit pas vraiment géré jusqu'à maintenant parce que c'est quand même pour certains business un truc ultra central. Donc très bonne nouvelle. Effectivement, la synchro avec tous les prestataires logistiques, ça va se faire petit à petit, mais ça va arriver, c'est sûr. Troisième point, du coup, un peu plus succinct, c'est sur la partie Shopify POS. Alors, c'est évidemment pas une nouveauté de 2025 puisque Shopify POS existe depuis longtemps. On peut s'en servir en France aussi depuis un moment, mais c'est vrai que officiellement depuis novembre, je crois, il y a tout ce qui va être le hardware, donc la caisse, le TPE, etc., qui sont disponibles maintenant par Shopify, qu'on peut aller commander sur leur site d'ailleurs, qui sont désormais disponibles et qui vont, je pense, arriver de plus en plus sur Shopify, quoi. Enfin, dans les magasins, pardon. Exactement, en fait, il y a toute la partie hardware, mais c'est surtout en fait que Shopify France, maintenant, propose vraiment l'offre POS, c'est-à-dire qu'il y a vraiment du support dédié, on a des partenaires qui sont dédiés justement à cette brique, et du coup, c'est beaucoup plus facile, en effet, pour commander tout le hardware, puisque c'est le hardware officiel qui est disponible sur le site de Shopify, etc. Donc voilà, donc il y a le matériel, il y a tout ça à regarder un petit peu, plein d'applications. Et pour faire le parallèle avec le premier point, l'extensibility, idem sur le back-office de POS, donc côté justement plutôt vendeur, il y a la possibilité de venir injecter de la même manière que sur le checkout et sur le compte client, des petits blocs, des petites fenêtres, j'aime bien ce mot, des fenêtres d'application pour ajouter plus de détails. Et un exemple que j'aime bien rappeler, c'est typiquement le Yoli, qui du coup s'interface, donc système de fidélité, qui s'interface à la fois sur la partie web et à la fois sur la partie POS. Donc on a un vrai système de fidélité omnicanal. Un client qui commande en ligne revient en boutique, on récupère ses points et le client est content. Voilà. Ouais. Donc pareil, on fera un épisode dédié là-dessus. C'est un sujet ultra intéressant. Et du coup, toi Ben, tu as fait pas mal d'installations physiques déjà, donc ça va être cool d'avoir tes retours d'expérience là-dessus. Chez Natéline notamment au mois de novembre quand ça venait juste de sortir sur Paris.
Très intéressant. Quatrième point, c'est ThemBlocks, notre fameux sujet, Thibaut. Oui. Donc, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ThemBlocks ? Oui, donc les ThemBlocks, c'est un nom un peu barbare, mais en gros, il faut comprendre que c'est un pas en avant que fait Shopify vers ce qu'ils appellent les Flex Sections. Donc, les Flex Sections pour Shopify, c'est des sections qui vont être ultra modulables par les marchands dans les thèmes. Donc pour rappel, les sections, quand vous avez votre thème en tant que marchand, vous pouvez le personnaliser et du coup votre page elle est découpée en sections de contenu. Vous avez une section hero banner, une section texte image, etc. Et du coup dans chaque section il y a des options et dans les sections il y a aussi des blocs. Et les blocs c'est des sous-éléments de votre section qui permettent du coup d'organiser des contenus. Typiquement dans une hero banner on peut mettre un bloc de titre, puis un bloc de boutons, voilà, etc. Et on construit comme ça le contenu. Donc actuellement c'est ce qu'on a en place qui fonctionne très bien. Et du coup, Shopify veut évoluer vers quelque chose d'encore plus modulable. Donc l'idée avec les theme blocks, en fait, ça va être d'avoir des blocs qui sont enregistrés au niveau du thème et non liés à une section. Donc j'expliquerai qu'on fera l'épisode dessus, vraiment quel est l'intérêt d'avoir ça, à quoi ça sert, etc. Mais en gros, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir avoir plusieurs niveaux de blocs, jusqu'à 8 niveaux de profondeur. Et du coup, grâce à ça, construire des sections plus complexes que ce qu'on a aujourd'hui, et notamment se rapprocher un petit peu de ce qu'on peut connaître sur d'autres CMS avec les builders comme Elementor et les choses comme ça, et vraiment avoir des sections qui nous permettent de construire des layouts en fait, de pages assez poussés et assez facilement. Et nous, en tant que développeurs, on va pouvoir construire ces sections très modulables, les mettre à dispo des marchands pour que les marchands puissent vraiment construire des landing pages et des choses comme ça tout seuls sans avoir besoin de nous, de façon très personnalisée. Ça, c'est un des points qui est très intéressant. Sur la partie CRO, ça va être la possibilité d'ajouter certains éléments supplémentaires ou d'en enlever très facilement sur des pages pour pouvoir les comparer et faire de l'A/B test. Mais aussi, tu l'as dit, faire des landing pages spécifiques pour aller tester justement la conversion sur ces pages-là, tester les arguments, etc. Si on prend juste un mini-bloc qui serait un avis client, donc une review avec 5 étoiles, un titre de la review qui dit le produit est super et après une description, on peut récupérer ce bloc qui est au niveau du thème pour le mettre un peu partout où on souhaite. Alors après évidemment, pas faire un truc trop bizarre non plus, mais c'est possible en tout cas. Côté stratégie, en fait on sent la volonté de Shopify de chercher de se passer justement de tous les builders qui peuvent se mettre en place où en effet on le voit du coup à utiliser pas mal de sites où en effet on peut avoir des builders qui se mettent en surcouche, c'est du gros JavaScript qui est chargé, etc. Ça vient un peu casser les performances au final globales du site. L'idée c'est de se dire ok, si les gens vont vers ce type de solution, c'est qu'il y a une vraie demande pour ce type de besoin. Et c'est pour ça que Shopify, je pense, avance dans cette direction. Ouais, donc c'est super intéressant de nous donner les outils pour que nous, développeurs, on puisse mettre à dispo ces sections très modulables aux marchands. Comme ça, effectivement, ça leur permet de construire des choses sans avoir un builder complet qui vient complexifier le site et qui empêche en plus les développeurs derrière de vraiment faire ce qu'ils veulent pour continuer de faire évoluer le site. Donc voilà, donc outil très intéressant. Pareil, on a commencé à tester plein de trucs de notre côté avec nos développeurs. Donc on pourra en parler en détail quand on fera l'épisode. Complètement. Cinquième et dernier sujet, ce sont les méta-objets. Donc évidemment les méta-objets, tout le monde commence à savoir un peu ce que c'est dans l'écosystème Shopify. C'est pas quelque chose de nouveau, mais pourquoi on a décidé d'en parler, c'est parce qu'on pense que les méta-objets vont être de plus en plus utilisés sur les thèmes et vont servir notamment à des choses auxquelles les marchands ne pensent pas forcément, notamment du SEO. On a pu avoir des exemples, nous, en interne avec Max and the City. Est-ce que Ben, étant donné que la dernière fois que j'ai fait la définition de méta-objet, c'était une cata, nous faire la définition de ce qu'est un méta-objet, s'il te plaît. Je vais reprendre ce que Henrik disait il n'y a pas longtemps, justement. Il a expliqué à Dijo comment appréhender un petit peu les méta-objets. J'aimais bien Henrik qui est un de nos développeurs. Henrik qui est un de nos développeurs, justement. Et j'aimais bien cette définition. Oui, tout le monde connaît Henrik. Tout le monde connaît Henrik. En fait, il définit deux typologies de méta-objets. En fait, il définit une première typologie qui est un méta-objet de type bibliothèque, où du coup, on va venir renseigner et stocker des informations. Exemple, pour être concret, je prends toujours le même, une liste d'ingrédients. Vous faites des produits de beauté et du coup, vous voulez mettre en avant tous les ingrédients que vous pouvez avoir dessus. Eh bien, vous créez un méta-objet, vous créez toutes les définitions des ingrédients, de la vitamine B, machin, etc. Vous listez ça. Et ensuite, vous créez un méta-objet qui, lui, va permettre de venir définir une information détaillée, de pouvoir
potentiellement du coup regrouper plusieurs éléments de cette bibliothèque. Et typiquement pour votre produit phare, vous avez 3 ingrédients, vous voulez ajouter un titre, vous voulez ajouter quelque chose, du coup vous créez un autre méta-objet avec toute cette information ici, que vous associez à un métafile de produit, ça fait que des mots compliqués, que vous associez à un métafile produit, et comme La ça nous définition après, était mieux, en fait. directement nous allons pouvoir nous sur le thème appeler dynamiquement ces informations. L'intérêt, pour simplifier un petit peu le mot, côté client, côté utilisateur, c'est de se dire tout est paramétrable dans le back-office, on ne duplique plus les templates produits. On a fait le cas avec Dijo là, du coup, tout récemment. Voilà. Si on a plein de templates produits, ça veut dire que dès qu'on veut faire une modification structurelle sur le site, Faut le faire partout. on est obligé de le faire sur tous les templates. Si on automatise tout ça sur les méta-objets, une fois qu'on a fait la modification, elle est automatiquement appliquée partout. C'est beaucoup plus simple et croyez-moi, tous les clients, une fois qu'ils ont adopté ce principe des méta-objets, sont très contents de le conserver. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de ne plus avoir à faire porter la donnée, donc l'information, aux templates qui peuvent être multiples, mais plutôt de centraliser l'endroit où l'information est stockée et de faire en sorte que après les templates fassent appel à ces méta-objets. Donc vraiment, en fait, on crée des bases de données à un endroit très précis où le marchand il sait que c'est là où il va devoir faire ses mises à jour de contenu. Et après, du coup, il y a plein d'endroits du site qui vont faire appel à cette base de données-là. Et du coup, dès qu'on fait une mise à jour, ça va mettre à jour tout le reste du site. Complètement. Ça a d'autres intérêts aussi. Je parlais tout à l'heure de Max and the City. Ça permet d'avoir l'exemple de Max and the City, si je peux en prendre un, c'est ils vendent plusieurs marques. Ils vont avoir des informations sur la marque, sur une petite description, combien de produits ils ont, etc. Un logo, une image de la marque. Et on va pouvoir dupliquer ça un petit peu partout sur le site, sur la page produit, sur plusieurs pages collections, parce que cette marque-là, elle est dans différentes collections, etc. Sur la homepage, etc., dans des pages de contenu. Et voilà. Et cette information-là, cette petite description de la marque, plutôt que de la retaper à chaque fois, on a juste à rappeler le méta-objet ou l'image qui correspond à la brand, enfin la marque, et pouvoir la remontrer sur le site, quoi. Et là où avant les méta-objets étaient justement disponibles que sur les objets principaux de Shopify, c'est-à-dire les pages, les produits, les collections, maintenant on peut retrouver des méta-objets pour tout. On peut même retrouver des méta-objets de type marché. Et en fait, Shopify en fait un peu un point central de son information aussi dans sa structure, puisque si on prend l'exemple de Shopify Forms, qui est le formulaire de prise de contact, à chaque nouvelle entrée de formulaire enregistrée, c'est en fait un méta-objet dédié qui va être rempli. Et après, derrière, si on utilise d'autres systèmes d'automation comme Shopify Flow, on peut utiliser à chaque nouvelle entrée d'un formulaire, créer un nouveau système où on envoie un email, où on crée une action. Donc c'est vraiment un élément un peu central pour simplifier la gestion de la connaissance globale du site. Complètement. Merci, on a fait le tour de ces 5 nouveautés, en tout cas nouveaux éléments qui vont être intégrés de plus en plus sur les Shopify en 2025. Merci, on se retrouve pour un prochain épisode où on parlera des theme blocks. Voilà, ce sera le premier épisode du coup qui va reprendre un des 5 points qu'on a présenté là. On va essayer de tenir un rythme de publication de un épisode toutes les 2 semaines. Voilà, vu qu'on est un petit peu en retard comme vous pouvez le voir. Mais maintenant sur 2025, en effet, on va essayer de tenir sur ce rythme. Voilà, on se le dit, c'est pour ça qu'on le dit. C'est pour ça que Thibaut tenait absolument à ce qu'on le dise pendant le podcast pour merci de ta pub, se mettre la pression. Mais il a raison, c'est très bien. Merci à toutes et tous et puis à dans 2 semaines dans ces cas-là. Merci, ciao.